Vous dites aux gens que vous avez un bac plus 4 et que vous avez fait l'ENA, du coup. C'est ça, j'ai bac plus 4 mois et j'ai fait l'école nationale d'affichage. Il y a une punchline que vous aviez sortie, que j'avais adoré, c'est « Sur le vieux port, il y a plus de voiles sur le quai que sur l'eau ». Oui, mais c'est la vérité. C'est pas mal, ouais. Mais c'est la vérité. Et au lieu de répartir, il faut repartir aussi. C'était pas mal, celle-là. Bon, Eric est allé déposer un bouquet de fleurs. Oui. Et jamais de la vie, vous avez Marine faire ça. La laïcité, merde la laïcité, merde la laïcité. Je me demande toujours, mais comment vous faites pour dire que il y a plus d'immigrés qu'avant, d'étrangers qu'avant, l'islamisation, le remplacement. Je dis, mais moi j'ai un instrument de mesure qui ne ment jamais, qui n'est jamais défaillant. C'est le nerf optique. Avant de vous laisser avec Stéphane Ravier et cet entretien exceptionnel, un mot sur le partenaire de cette émission, celui qui m'a permis de la réaliser. Il s'agit des éditions Vox Gallia. Donc, comme toujours, on est sur du partenariat de qualité puisqu'il s'agit d'une maison d'édition spécialisée dans les livres d'histoire du Moyen-Âge. Elle compte actuellement 20 livres à son catalogue avec un soin tout particulier pour vous proposer de belles couvertures et de beaux objets pour votre bibliothèque. Inutile de vous préciser que tout est imprimé en France. Je vous présente aujourd'hui leur toute dernière parution, Erreurs et mensonges historiques. C'est en 2 volumes, c'est de Charles Barthélemy. Le but, c'est tout simplement de débunker les historiens idéologues et leurs erreurs commises sur notre histoire, autant vous dire qu'on en a bien besoin. Le postulat est simple, ils ont voulu salir notre histoire, et bien l'auteur va la réhabiliter comme il se doit. En plus, ça tombe bien, moi les débunkages, j'adore ça. Et l'histoire aussi, un petit peu. Dans ces livres, pas moins de 18 sujets traités, tels que l'Inquisition, Galilée, la Saint-Barthélemy ou encore la révocation de l'édit de Nantes. Sachez que pour toute commande passée sur leur site avec le code LAN, les frais de port vous seront offerts. Alors allez découvrir leur catalogue afin de réapprendre à aimer votre histoire. Le lien est dans la description, je compte sur vous pour aller soutenir les éditions Vox Gallia et faites-vous plaisir. Bienvenue dans Prohibé, 4e édition, et aujourd'hui j'ai le plaisir, l'honneur même, de recevoir, bien sûr, de recevoir Stéphane Ravier. Bonjour Monsieur Ravier. Bonjour. Et merci beaucoup d'avoir accepté Avec plaisir. Mon invitation, d'autant que, je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense que le cadre, vous collez bien au cadre, vous avez un côté tonton flingueur que j'aime beaucoup, donc je pense qu'on est parfaitement raccord. Alors on m'a dit... Quelqu'un m'a dit que vous aimiez, alors je ne citerai pas cette personne, mais elle m'a dit beaucoup de choses pour préparer cet entretien, que vous aimiez le Saint-Joseph. Alors déjà, oui, vous savez, oui. Déjà, on part sur une bonne note. Voilà, on va pas se fâcher déjà avec ça, on part sur de bonnes bases. Alors, je vous ai ramené un petit Saint-Joseph. Pour l'instant, ça commence bien. Ouais, j'ai oublié, mais je voulais vous ramener une pomme aussi, parce que je sais que vous aimez bien les pommes. Oui. Et d'ailleurs, oui, ça devient... cette photo-là, vous voyez de quelle photo je parle? Oui. Avec la pomme, je la mettrai à l'image, mais pour moi, elle est mythique. Cette photo, c'est un tableau de la Renaissance. Alors, il y a ça, la Renaissance d'un quartier. Oui. Il y a le fond qui est absolument chaotique, il y a les Roms, etc. Et là, se dresse Stéphane Ravier avec sa pomme, une sérénité et une... Moi, je pense que si un jour vous devenez maire de Marseille, il faudrait faire ériger une statue à cet endroit-là, avec la pomme. Celle-là, mais la première image avec la pomme, c'est avec oui, il y en a une première. Confrère de nos amis de Livre Noir. Oui. Qui avait fait un reportage sur Marseille. Très bon d'ailleurs. On a un petit peu circulé dans le bon et le moins bon marseillais. Oui. Et nous sommes allés dans la cité de Frévalon, qui cumule tous les problèmes puissance 10, une immigration de remplacement, un islamisme avec une mosquée bien tendue, le trafic de drogue et un campement illégal bien sûr de Rome. Et donc c'est là où j'ai déjà une pomme et on assiste à une scène assez incroyable entre des Roms et une Française, une Française, elle dit qu'elle est française, oui. D'origine exotique, précisément laquelle je ne sais pas, mais ça donne plutôt Maghreb. Et bon, voilà, ils se prennent le bec et cette personne française d'origine
exotique, lance Rome, mais avant c'était bien la France. Oui, oui. Avec vous, c'est dégueulasse maintenant. Avec vous, c'est dégueulasse. Moi, je m'approuve, c'est lunaire, quoi. C'était totalement surréaliste. Et ensuite, il y a eu cette évacuation de campement dans un autre quartier du 13e arrondissement. Oui, mais moi j'ai l'habitude d'être au milieu de ce genre de situation. Oui, ça se voit. Vous parlez du reportage de Livre Noir. Ouais. Ça se voit que vous avez l'habitude et que vous savez comment gérer ce genre de situation, quoi. Donc là, on peut... Naturel, quoi. Je suis en jean et il n'y a pas de... Les luttes de terrain, quoi. Les prises de bec. Même les Roms me reconnaissent. Oui. Quand j'arrive, ils se disent « Oh putain, il est là, lui !» Les flics vont pas tarder. C'est comme ça que ça se passe. Et ils vont de l'autre côté de la rue. Et ils changent de quartier. Ouais, c'est avec eux, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, mais on lâche pas l'affaire. Ah. Tant qu'il y aura des pommes, tant qu'il y aura des pommes, tant qu'il y aura des roms, tant qu'il y aura des roms et des pommes, les deux. Donc il y a le mythe de la pomme, et il y a aussi un autre mythe, c'est celui du fameux signe de Joule qui vous colle à la peau maintenant. Alors comment a démarré cette histoire aussi maintenant qu'on connaît l'histoire de la pomme? J'étais au conseil municipal il y a quelques années déjà. Je sais pas pourquoi, je me rappelle plus. Je dois faire ça à un élu, est-ce que c'était un élu de Gaudin ou de gauche, je sais plus. Et le photographe de la Provence, le quotidien local, shoot, qui le lendemain, m'entrefilait avec la photo. Et du coup c'est parti, comme une traînée de poudre, ça n'a pas fait le tour du monde non plus, mais en tout cas, c'est allé jusqu'au regard de mon fils, qui lui est très Joule, parce que moi, je serais incapable de citer le titre d'un des tubes de Joule, quoi, je trouve. Et lui, par contre, il est à fond dedans, malheureusement. C'est tout à votre honneur, d'ailleurs. Et il m'a dit « Ah putain, les potes, ils sont folie, c'est super, bravo !» Et donc, depuis, voilà, ici et là. Et la dernière fois que j'ai pu le faire, parce que j'essaie de le faire aussi dans des situations où il faudrait être sage, c'est lorsque Marine Le Pen est venue faire sa tournée marseillaise il y a quelques semaines. J'étais encore l'un de ses soutiens, ou en tout cas membre du Rassemblement national, et à la fin d'une visite de quartier, une visite de marché, dans la commune de Plan-de-Cuc, qui est une commune limitrophe des quartiers nord de Marseille, qui, elle, est préservée de tous les maux marseillais. Devant la presse, on est assis là, au bistrot, je suis comme ça, là. Et du coup, elle me pointe, ça m'a pas fait rire, elle me tape avec ses trappes, ouais, mais il continue. Bon, c'est pas son truc, Jules. C'est une différence de plus, quoi. Une de plus, oui. On va en parler. Donc pour commencer cette émission, c'est le principe, on va s'intéresser à vous. Le principe, c'est vraiment de s'intéresser à l'invité, à votre parcours, à votre histoire, à ce qui vous a forgé au fil des années, savoir comment vous êtes devenu aujourd'hui Stéphane Ravier, personnalité politique de premier plan, d'abord avec le Front National, puis Rassemblement National, et désormais avec Reconquête. On va en parler également. Donc rapidement, avant de commencer, je fais une très rapide présentation. Vous avez été membre du FN depuis 91, c'est exact? C'est ça. Alors depuis 91, conseiller régional de PACA, conseiller municipal de Marseille, maire du 7e secteur de Marseille, et non pas arrondissement, parce qu'on ne fait pas dans le parisianisme ici. Ouais. Donc 7e secteur qui regroupe les 13e et 14e arrondissements de Marseille. C'est ça. De 2014 jusqu'en 2017. Et puis aussi, depuis 2014, sénateur des Bouches-du-Rhône. Et 2017, c'est la date du non-cumul des mandats, et c'est là que vous avez quitté votre mandat de maire pour demeurer sénateur des Bouches-du-Rhône. Voilà pour la petite présentation. J'espère qu'elle vous convient maintenant. Oui, c'est ça. C'est à peu près. C'est grosso modo ça. Oui. Maintenant, si vous voulez bien, on va commencer par le portrait, par le début. Vous êtes né le 4 août 1969 à Gap. C'est ça, oui. Je ne suis pas un Marseillais de souche. Oui, c'est ça. Oui. Je ne peux pas avoir toutes les qualités. Oui. Et je vous ai entendu dire que c'était prédestiné parce que, bon, à l'époque, vous étiez au Rassemblement National, mais le 4 août, c'est la Saint-Jean-Marie, et vous vous amusiez du fait que c'était prédestiné. Ouais. Et vous disiez aussi que 69, pour vous, c'était l'année de l'amour, donc que vous étiez un grand romantique. Alors pour moi, 1969, c'est le bicentenaire de la naissance de Napoléon. Et vous, du coup, pour moi, pour le coup, ça aurait été prédestiné d'une autre manière si vous étiez né 11 jours plus tard. Là, ça aurait pas été la Saint-Jean-Marie,
mais la Saint-Napoléon pour le coup. Et ça aurait peut-être été un destin tout autre. Oui, ou bien que moi, je suis un grand admirateur de l'empereur. Oui, on va en parler. Je me suis fait offrir d'ailleurs une gravure à Noël. Enfin, je me suis fait offrir, on m'a offert, je ne l'avais pas commandé. Une belle gravure de l'empereur qui va bientôt trôner dans mon salon. Vous parlez du buste? Non, c'est une gravure, oui. une Parce que j'ai vu que vous avez reçu un buste également. Le buste de Missor. De l'atelier Missor, Ouais, donc fantastique. j'ai le même. Absolument merveilleux. J'ai le même, magnifique, oui. Je vous ai vu le déballer. Et vous aviez un petit t-shirt Napoléon aussi. Oui, alors c'était un t-shirt, c'était un t-shirt Napoléon, mais humoristique avec dans le dos, c'est Napoléon avec une guitare. Ah oui, ça on l'a pas vu. Une guitare électrique, voilà. Mais oui, beaucoup d'objets ou de références à Napoléon. Ouais. Très bien. Donc vous êtes né à Gap, je le disais. Vous arrivez à Marseille à quel âge? Je dois avoir 3-4 ans. Je m'en Ah oui, rappelle plus d'accord, précisément, c'était rapide. mais je suis allé à l'école maternelle dans les quartiers nord de Marseille, donc bon, voilà, 4-5 ans, pas plus. D'accord, donc j'allais vous demander si vous avez des souvenirs de Gap et de cette transition à Marseille, mais non. Non, en réalité, non. Oui. Non. Vous avez vraiment grandi à Marseille. Non, ouais, moi je suis Marseillais d'adoption, mais Marseillais quand même. Quoi. La bonne mère m'a quand même adopté assez jeune et dans les quartiers nord et jusqu'à l'âge de 20 balais, date à laquelle j'ai quitté les jupes de ma mère pour aller bosser sur Paris. Et puis quand je suis revenu à Marseille, on s'est installé avec celle qui était devenue mon épouse dans le centre avant de rejoindre les quartiers nord, de s'y installer. Là où on va avoir des choses en commun, c'est que vous avez un père électricien, Ouais. mère au foyer et des origines italiennes. Ouais. Je vous ai entendu dire, et j'ai déjà entendu ce discours, ça m'intéresse. À l'époque, on ne mettait pas en avant les origines italiennes. Vous dites on ne parlait pas italien à la maison et on ne vous disait pas de vous comporter comme un Italien, on ne vous rabâchait pas tu es italien. Aujourd'hui, c'est moins le cas parce qu'il y a un communautarisme qui se crée. Qu'est-ce qui a changé selon vous? C'est plus les Italiens. Oui, mais même les Italiens font ça aujourd'hui par effet de réaction, j'ai l'impression. Parce qu'on leur a inoculé le virus du communautarisme et du modèle anglo-saxon, des communautés. On fait la promotion toujours de l'autre au détriment de notre nation commune, parce que ça leur plaise ou pas, c'est en France qu'ils sont et c'est la France qu'ils devraient servir. Mais moi, c'est vrai que je me souviens mes grands-parents qui sont venus s'installer en France. Jamais je les ai entendus parler italien. Il n'y a jamais eu un drapeau vert, blanc, rouge dans leur petite maison. Et moi, je me souviens de mon grand-père qui disait la France, c'est un beau pays, la France. On sentait qu'il était redevable. Il avait un attachement de cœur à la France parce que c'est la France qu'il avait accueilli, qu'il avait nourri. Il avait fourni un travail, bien sûr. Comme beaucoup d'Italiens, il était maçon. Mais il s'est dit la France a fait un effort en m'accueillant moi et ma famille. La moindre des choses, c'est que je devienne français. Ma mère, qui est la première de 5 enfants, frères et sœurs, elle est née en Italie, donc elle a un prénom italien. Donc, naturellement, on lui a donné un prénom italien. Mais son frère et ses 3 autres sœurs, des prénoms français. Ils sont nés en France, ils ont eu des prénoms français. Ça nous renvoie vers un candidat qui, à l'époque, c'était naturel. C'était naturel, oui. Et mon oncle avait fait la guerre d'Algérie. Il n'a pas dit mais moi, je suis fils d'Italien, je ne vais pas faire la guerre d'Algérie. Il est né en France, il était français. Ma mère, elle avait eu des problèmes pour entrer au collège de Gap, me racontait-elle, parce qu'elle était encore italienne et il y avait une sorte de priorité nationale qui n'était pas inscrite dans la loi. On a fait ces priorités à ceux qui sont d'ici. Et elle a été naturalisée. Puis c'est venu naturellement, quoi. Alors ils en ont bouffé les spaghettis, les babis, les macaronis, et puis en plus l'Italie avait fait la guerre contre la France. Oui, en plus, la Deuxième Guerre. Donc ils en ont mangé de la merde. Mais j'allais dire, ils l'ont avalé, quoi, et digéré. Et puis bon, ça fait jamais plaisir. Malgré ça, ils ont affronté cette épreuve et ils sont passés outre. Et puis ils sont devenus, à part ma mère qui est née en Italie, mais les autres étant nés en France, ils étaient français et leur pays c'est la France, malgré que leurs parents, donc mes grands-parents, étaient italiens, parce qu'ils ont reçu une éducation et un message de leurs parents totalement français.
Oui. Et vous dites... Une petite exception, 2 exceptions. Mon grand-père, évidemment, il aimait le cyclisme et Fausto Coppi, et c'était un peu son idole, c'était un coureur italien. Et la Squadra Azzurra. Bien sûr, ça reste. Un petit pincement au cœur. Oui. Mais il n'y avait pas de prosélytisme italien. Et donc, Mais vous gardiez quand même des souvenirs de cette enfance italienne en France, peut-être à travers la cuisine de... La polenta. Voilà. La polenta, oui, c'est connu la aussi. polenta de mon grand-père. C'est mon grand-père qui, pendant des heures, tournait la farine de maïs. Là. Oui, mais d'italien, le panettone. Ah oui. Le gâteau, le panettone. Est-ce que vous le mangez à Noël aussi? Non. Moi, c'est à Noël. Ouais. Par contre, la polenta, avec... il élevait des lapins. Le lapin, le roquefort, c'était une tuerie. Et puis des grandes tablées, quoi, parce qu'avec 5 enfants et les petits-enfants, à Noël, c'était des bons moments. Mais il n'y avait pas... C'était pas le moment pour rappeler une quelconque origine italienne. C'était une famille française, là. Il y avait un petit accent dans la voix de mes grands-parents, mais c'est tout. C'est comme ça qu'on pouvait percevoir qu'ils étaient d'origine italienne, mais pas plus. Et vous dites que les choses se sont faites naturellement, et malgré en plus les brimades qu'ils pouvaient recevoir, parce qu'il y en a eu. Oui, il y en a eu, bien sûr. Il n'y a pas eu de repli, ni de sentiment. Il n'y a pas eu de repli communautaire, il n'y a pas eu de haine envers qui que ce soit. Ils n'ont pas incendié des gymnases, ils n'ont pas caillassé la police. C'était l'époque où peut-être que l'État français n'aurait pas laissé une telle situation dégénérer. En tout cas, ça ne leur venait même pas à l'esprit. Oui. La France les accueillit, il y avait une épreuve à affronter, voilà, d'un nouvel enracinement. Eh bien, ça n'a pas été facile, mais ils y sont parvenus, parce que seul l'intérêt de leurs enfants les animait, et pas une nostalgie. Ils devaient l'avoir, mais dans leur cœur. Dans le cœur, oui. Ce qui est légitime, oui. Ce qui est normal. On ne peut pas non plus tout obtenir, mais leurs enfants sont nés en France, sont devenus français, leurs petits-enfants, arrière-petits-enfants, voilà, le petit-fils de ces Italiens. Et puis du côté de mon père, moi j'ai un nom français, Ravier, parce que mon grand-père, Ravier, mais la mère de mon père, italienne aussi. Oui. Vous êtes aux 3/4 italien. Donc aux 3/4 italien. Et Ravier, c'est de quelle origine précisément en France? C'est la ligne savoyarde. Savoyard. Aix-les-Bains, ouais. Mon grand-père, Ravier, militant communiste. Oui, responsable CGT. J'ai une photo de lui en 1945, congrès de la métallurgie de la CGT à Paris, en juin 1945. Il n'y a que du prolo, hein. Oui. Il n'y a que du prolo, que des Européens, que des... On a le droit de dire blanc, je ne sais pas si on a le droit. Ici, on a le droit. On a le droit. Oui. C'est boréal, quoi, hein, et tous en cravate. Oui, tous bien habillés. Tous en veste de costard, ça se trouve, ils mangent qu'une fois par jour, quoi. Fait en 45, hein, donc bon. Mais costard cravate, cigarette au bec, dans la salle de réunion, quoi. La belle époque. C'était l'époque bénie où on avait quand même quelques libertés, quoi. Donc je disais un père électricien, une mère au foyer, et vous voilà aujourd'hui sénateur. Est-ce que vous diriez que vous êtes un enfant de la méritocratie? Je critique beaucoup ce système, la République, en tout cas sa façon de fonctionner, qui est à bout de souffle. Mais il faut quand même reconnaître que quand on saisit la chance qu'elle peut vous présenter, parce que c'est pas offrir, il y a cette opportunité et dans d'autres domaines. Hein. Bon, moi, elle vous propose de réussir à condition de fournir un peu de l'huile de coude, quoi. Un peu c'est ça la nuance. Un peu, il faut donner de sa personne, il faut travailler, il faut bosser. Moi, j'ai eu un mouvement politique qui m'a aussi tendu la main, qui m'a permis de montrer de quoi j'étais capable, mais il m'a fallu aussi, moi j'ai commencé à militer en 86-87, j'ai été adhérent en 91, conseiller d'arrondissement en 95, mais bénévole, il n'y a pas d'indemnité, et j'ai été élu conseiller régional en 2010. Donc de 91 adhérents, je commence un peu à militer beaucoup en 93, donc 93 à 2010, 17 ans de militantisme pour mes idées, pour les candidats. J'ai pas de plan de carrière, je ne me suis jamais dit je vais devenir sénateur, mais en montrant en mon mouvement de quoi j'étais capable
en collant des affiches, en distribuant des tracts, ou en proposant, en organisant, en m'exprimant. Et le mouvement m'a donné ma chance dans une république qui permet quand même encore un peu un débat démocratique et des élections, etc., qui m'ont permis d'être sénateur et d'être réélu il y a quelque temps. Donc oui, quand on n'est pas trop feignant, quand on ne se laisse pas sombrer dans l'assistanat, ce pays offre quand même encore pas mal d'opportunités. Oui, des opportunités à saisir à condition, comme vous dites, d'avoir d'y moi, mettre de l'huile de coude. Une fois, j'ai pas pu entrer souvent de façon très directe dans les cités du STUP, parce que c'est très compliqué. J'ai pu y arriver quelques fois, et notamment une fois dans le 14e arrondissement. Alors là, il y avait... j'étais passé par un intermédiaire qui connaissait les types, parce que je l'ai vu, moi je discutais avec ces mecs-là, je discutais avec ces jeunes. Il avait le bracelet à la cheville. Pendant qu'on discutait au pied des immeubles, il arrivait une bagnole avec, il livrait le stock. C'était lunaire, quoi, en plein jour. Hein. Et il y a un type qui me sort, évidemment, moi j'ai pas de boulot parce que je suis arabe, on me donne pas de boulot. Je dis, moi je connais des gens qui sont pas arabes et qui ont pas de boulot. Oui. Puis je connais des gens qui sont arabes mais qui ont un boulot, et des bons boulots. J'ai dit, non, mon vieux, si tu te contentes de dire je suis arabe, j'ai pas de boulot, tu n'auras pas si tu vas pas le chercher. J'ai dit, moi, mon taf, c'est de faire en sorte que les poubelles soient ramassées, qu'il y ait les écoles qui tiennent debout, que la voirie soit propre, que l'urbanisme, ce soit pas un carnage. J'ai dit, mais à un moment donné, il faut que tu te retrousses les manches et que tu te lèves le cul, quoi. Il faut que tu ailles voir un patron et que tu dises, voilà de quoi je suis capable. Et si d'entrée, tu lui dis, moi, je suis arabe, ça va pas le faire. Il faut que tu lui dises que tu es un Marseillais, que tu as envie de bosser, que tu as des capacités. S'il juge que ces capacités sont réelles, tu verras, tu seras embauché toi aussi. L'excuse est facile. Et à un moment donné, il faut que tu fasses, toi, un effort. On ne peut pas tout faire pour toi. Ah, on peut. Mais tu seras un assisté du berceau jusqu'au cercueil, quoi. Ça peut être un mode de vie, hein, mais ne viens pas te plaindre alors. Oui. Si tu veux être un homme libre, un boss. Et il y a des opportunités dans ce pays. Si tu n'es pas dans la division, si tu n'es pas dans le communautarisme, si tu n'es pas dans la revendication identitaire, tu verras que ce pays est généreux, c'est même le plus généreux du monde. Oui. Mais fais un effort, mon Dieu, fais un effort. C'est quand même incroyable. Il m'a regardé, c'est la première fois qu'on lui parlait comme ça. Oui. Le mec, il devait avoir 25 balais. C'était pas un merdeux, c'était pas un enfant, quoi. C'est sans doute la première fois qu'on lui tenait un discours de responsabilité. De responsabilité. Et pas de paternalisme. Depuis toujours, on devait lui dire, mais tu t'inquiètes pas, on va te donner l'appartement, le logement social, tu vas avoir un petit boulot, là, de quoi. Puis si tu dis, t'inquiète pas, on va pas trop t'emmerder. Par contre, vote bien, hein. Oui, c'est bien sûr. Par contre, tu prends la carte, là, tu votes bien. Oui. Bon, ben, c'est ce qu'on fait, pour saisir ce que la France offrait comme opportunité, c'est ce qu'on fait nos cousins européens, les Italiens, les Espagnols, les Portugais, les Arméniens. Les Arméniens à Marseille, ils sont arrivés aussi, j'allais dire, une main devant, une main derrière. Ils n'avaient rien, quoi. Ils n'avaient rien, ils avaient tout perdu là-bas en Arménie. Et ils se sont levés le cul, quoi. ils ont travaillé, et c'est des mecs qui ont apporté à Marseille. Et ils se sont... ils gardent l'Arménie vraiment au fond de leur cœur, mais ils sont français à bloc. Ils ont apporté quelque chose à Marseille et à la France. Mais ça, c'était avant. Oui, c'est ce qui fait tout. C'était avant les années 70, quoi. Et puis il est arrivé une autre immigration qui n'était pas horizontale, qui était verticale. Et ça c'est toute la différence. C'est ce qui a fait toute la différence, en effet. Donc, pour rester sur Marseille, donc vous arrivez à Marseille à 3-4 ans, et vous grandissez donc dans les quartiers nord. Alors, il faisait très bon vivre. Oui, voilà. Vous dites dans une copropriété dans la cité de la Morlette, qui est dans le... 15e. 15e. Et il faisait bon vivre. Alors, ça me rappelle aussi Éric Zemmour qui était allé avec Valeurs Actuelles, je crois. Non. Ou bien c'était chez Ardisson, je sais plus. Il y a une émission qu'il avait suivie à Drancy. Je crois que c'était chez Ardisson. Qu'il avait suivi à Drancy, et puis Éric Zemmour disait qu'il n'avait que des bons souvenirs, qu'à l'époque, il faisait bon vivre, malgré le fait que c'était des HLM. Vous, je suppose que c'était pareil, et que vous constatez un contraste net avec aujourd'hui. Moi, d'autant que j'ai rien contre les HLM, on les vit bien, surtout dans les nouveaux, c'est sympa. Ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on faisait avant, et même avant, il suffit d'entretenir, quoi.
Il suffit d'entretenir son logement, l'espace commun pour que ça soit tout à Oui, fait de respecter. agréable. Oui. Moi, c'est une copropriété. Mes parents, mon père ouvrier, électricien, comme disait Coluche, il travaillait à mi-temps, c'est-à-dire 12 heures par jour. Donc, pour pouvoir acheter leur appart, quoi. Ils voulaient avoir leur petit chez-soi. Et la cité de la Morelette, on dit cité, mais la copropriété de la Morelette, qui a été bâtie dans les années 70, c'était une copropriété pilote. Alors, c'est très étendu, 3 ou 4 tours, mais autrement des barres d'immeubles, mais pas très... Ça faisait pas de bétonisation, beaucoup d'espace pour les enfants, d'espace vert, une école maternelle, une école primaire, 2 stades, un gymnase, pas très loin des commerces de proximité, la mairie de secteur, une piscine qui existe toujours à Marseille, les piscines dans les rares, 2 collèges. Je suis allé au collège, moi, dans le quartier. Je suis allé à l'école maternelle, au primaire, au collège, j'ai fait du foot dans le quartier. Il y a tout pour que des familles d'ouvriers ou d'employés, et puis il y en avait d'origine italienne, espagnole, il y avait aussi des Marseillais de souche, ça existe, des Provençaux, ça existe. Moi, j'ai jamais manqué de rien en étant fils ouvrier, quoi. Et en plus, j'étais le dernier de trois enfants, donc j'étais évidemment le pourri gâté qui ont tous ces caprices. C'est peut-être pour ça que j'ai mal tourné. Mais Et vous avez les appartements spacieux, bien insonorisés. Vous avez de très bons souvenirs d'enfance dans... Évidemment, j'ai aucun problème, j'ai aucun souvenir traumatisant qui m'est conduit au Front National. Oui. Il n'y a pas de traumatisme. Le traumatisme, ce serait peut-être de constater la différence, le contraste justement avec ce qui se passe aujourd'hui dans ces cités. Il est toujours bon de rappeler qu'à l'époque, ces cités étaient les mêmes, avec les mêmes moyens. On en a même plus aujourd'hui d'ailleurs. Ils n'avaient pas les mêmes moyens, parce que moi, je ne me souviens pas que dans le quartier, on m'ait proposé des vacances gratuites, le centre de ceci ou l'association de cela, ça n'existait pas. Soit on avait les moyens d'aller en vacances, soit on ne les avait pas. Bon, moi, je partais en vacances avec ma mère dans les Alpes en famille, puisque je suis né à Gap, mais j'ai de la famille à Tallard. C'est là où on partait en vacances, de temps en temps on partait ailleurs. Et c'est pas parce qu'on ne partait pas dans les endroits les plus sympas qu'on caillassait la police, encore une fois, et qu'on dégradait le mobilier urbain. Je me souviens quand on jouait au foot sur la place, là, et qu'il y avait le gardien de la cité, je dis pas un flic, gardien, on se taillait pour pas prendre 50 francs, 8 € d'amende, quoi. Il y avait le respect, ce que nous le respect de l'autorité, du professeur. Et on cassait rien, et mes parents, ils payaient leur crédit pour l'appartement, et ils payaient aussi les charges pour l'entretien de la cité, et le chauffage, au crépuscule de leur vie. Me souviens que ma mère me disait il y a 1 million d'euros d'arriérés de charges sur l'ensemble de la résidence, parce que ceux qui sont arrivés ont considéré qu'ils n'avaient pas à payer de charges. Donc la cité n'est plus entretenue. Et le chauffage, ils vous le mettent au dernier moment, et c'est les personnes âgées qui payent, les anciens qui en sont les premiers à en pâtir. Donc c'est comme ça que ça se dégrade. C'est pas parce que l'État, la ville, le département les abandonne, les trahit. Ou les a parqués aussi. On utilise beaucoup ce terme. Ils ont été parqués dans des ghettos. C'est eux-mêmes qui les ont créés, les ghettos. Oui. Ils s'auto-ghettoisent. Mais la Morelette, encore une fois, c'était une copropriété pilote et c'était très recherché à l'époque. Aujourd'hui, elle fait partie des 4 copropriétés marseillaises, donc privées, qui vont bénéficier de l'argent public pour être, rénové, mais ça va au-delà de ça. Vous voyez la Morelette aujourd'hui, quelqu'un qui n'a pas connu, comme moi je l'ai connu de l'intérieur, il se dit « Ah mon Dieu, c'est un quartier abandonné, c'est un quartier en souffrance ». C'est parce que ce sont les familles qui habitent là depuis un certain nombre d'années qui l'ont saccagé, ou en tout cas qui n'ont pas entretenu. Donc c'est la réalité. L'argent public vient aujourd'hui compenser les charges qui n'ont pas été payées à l'époque. Les immeubles sont totalement dégradés. Oui. Il ne me serait jamais venu à l'esprit de pisser dans l'ascenseur, de prendre les boîtes aux lettres à coups de briquet ou de les défoncer. Ça vient évidemment de l'éducation. Chez certaines personnes, certaines familles, on ne reçoit pas ça. On ne reçoit pas parce qu'on est aidé. Les loyers sont payés par la CAF. Tout est payé. Donc il n'y a aucune... C'est pas pour les excuser, loin de là, hein, mais ils n'ont pas conscience de ce que cela peut coûter en argent et donc en effort. Ils ne sont pas mis, comme vous l'avez fait avec ce jeune de 25 ans, ils ne sont pas mis face à leurs responsabilités. Ils ne payent jamais rien. Oui.
Et ils estiment que obtenir un logement, obtenir un boulot, obtenir une aide quelconque, c'est un droit. Tout ça, c'est des droits. Mais ils en sont convaincus. Oui, parce que c'est comme ça depuis tant d'années. C'est ce qu'on leur dit depuis toujours. Oui. Et en plus, on vient leur dire, mais vous savez, si vous êtes dans cette situation, c'est pas de votre faute, c'est qu'on vous a abandonné, c'est parce que les Français vous ont parqué. Enfin bon, ça commence à parquer sur l'ensemble de la ville, donc c'est quand même... Oui, c'est un gros parquage. Et l'ensemble du pays, quoi. La France, c'est un grand parc, on va dire. Bon, on peut pas me la faire à l'envers, on peut pas me raconter n'importe quoi. Moi, j'y ai vécu longtemps dans cette copropriété. J'y milite depuis 91. Je les ai vus se dégrader, ces cités, ces résidences, et je sais pourquoi. La politique de la ville fait depuis quasiment toujours que ces quartiers, en réalité, loin d'être abandonnés, sont les quartiers qui reçoivent le plus d'aide. Oui, ils en reçoivent plus que dans la Creuse. Hein. Par rapport à un habitant du monde Creuse et rural. Cantal, et pourtant, on ne flambe pas de gymnase là-bas. Oui. Parce qu'il n'y en a pas. On flambe des Ou alors, il y en a un, il tient debout, on en prend soin. Tandis que là, il flambe sur la carte bleue du contribuable, et puis on en fait un autre, c'est pas un problème. Oui. Moi, je l'avais dit à Macron quand il est venu à Marseille. Oui, il y a cette histoire. Oui. Il a fait tout le contraire de ce que vous lui avez dit, d'ailleurs. Oui. J'ai dit, vous allez aller dans un quartier, monsieur le président, où on va vous dire qu'on manque de tout. En réalité, on manque de rien. Il y a quelque chose même en trop. C'est le stup. Vous allez dans un quartier où l'école a été retapée, où des voies ont été ouvertes, une tour a été abattue. Il y a l'hôpital militaire, mais qui accueille bien sûr les civils. Il y a un stade flambant neuf. Il y a tout dans le quartier où vous allez aller. Tout. Sauf le fait qu'il y a quelque chose en trop. Et j'y suis allé, moi, après la rénovation, avec les services de police. L'immeuble a été retapé, hein. Le stup se fait dans de meilleures conditions, quoi. Voilà. C'est plus propre. Mais il salope tout, il casse tout, il saccage tout. Et Macron, il en est parfaitement conscient de ça. Donc s'il le fait, c'est dans un but électoral. Parce que je suppose qu'il n'est pas aveugle ni stupide. Quand vous lui dites ça, il sait que vous avez raison. Il m'a écouté. Il m'a écouté. Bon, il m'a pas entendu, mais il m'a écouté. Voilà. C'est son électorat, quoi. De toute façon, c'est son électorat. Il n'y a pas de raison, c'est pas son pognon, c'est le nôtre. Oui. Donc ce sont ses électeurs. Mais la réalité, c'est celle-là, c'est que ces quartiers-là bénéficient en réalité de toute la générosité, la folle générosité, pour le coup, là, du contribuable. Mais si on lui laissait si on permettait aux contribuables de choisir, je pense que oui, si il arrêterait ce carnage, quoi. Vous avez été également, m'a-t-on dit, entraîneur d'un club de foot. Je n'aurais pas cette prétention. Je dirais, comment on appelle ça, dirigeant, quoi. Je portais les gourdes, je remplissais les feuilles de match, je faisais les lacets aux gamins. Parce que entraîneur... Oui, c'est autre chose. On n'appelle plus entraîneur, maintenant on dit éducateur. Et même ça. De mon temps, j'avais un entraîneur de foot. Oui, moi aussi. Maintenant, c'est un éducateur. Il faut qu'il apprenne le foot, qu'il apprenne plein de choses que les parents ne transmettent plus. Oui, c'est vrai. Il y a eu un glissement sémantique vers toujours moins de responsabilité, puisque le but d'un entraîneur, c'est d'entraîner. Le but d'un éducateur, c'est d'apprendre, c'est d'assister quelque part. Il fait tout. Il doit tout faire. Mais c'est du boulot. Il faut les tenir, les gamins, quand même. Hein. Parce que c'est des gremlins, hein. Ils vous mangent le cerveau si vous n'arrivez pas à les tenir. On m'a dit également, alors là, je suis pas sûr du mot, mais que votre voiture, alors quand vous transportiez les jeunes pour un match, par exemple, un jour de match, votre voiture était surnommée la Benetton Mobile, oui, c'est ça? Oui, c'est comme ça que j'avais... C'est Benetton Mobile, bon, c'était le bon voiture mot. Benetton. Oui, il y avait toutes les nationalités dans la voiture. Il y avait aussi la nationalité française, parce qu'il y avait mon fils. Ah oui, c'était le seul. Mais c'est vrai qu'il y avait tous les gamins, et d'ailleurs, les parents, on les voyait pas, quoi. Oui. Les gamins, ils partaient de chez eux de la cité, ils venaient à l'entraînement. Moi, j'allais les chercher le dimanche quand on jouait, j'allais les chercher chez eux, je les ramenais. Des braves gamins, hein. Des braves gamins, mais laissés à l'abandon, et pas par la société, pas par le maire, pas par le député, mais par les parents. Ils s'en occupent jamais, quoi. Qui s'en occupent jamais, qui savent même pas qui sont à l'entraînement le mercredi, qui sont au match le dimanche, qui savent qu'ils vont au foot, mais ils savent pas qu'ils ont quitté la ville. Donc si le gamin, vous arrivez à le tenir, ça va, mais si le gamin... parce qu'ils sont comme ça toute la semaine, c'est pas seulement le mercredi. Oui, et là aussi, il y a une différence de culture, par rapport de culture et d'éducation, par rapport aux enfants qui sont, comme vous le dites, laissés... et ça se constate beaucoup encore aujourd'hui, et pas que dans les cités. Dans toutes les grandes villes, vous regardez, les seuls gosses que vous voyez errer dans les rues comme ça, c'est des enfants de l'immigration, alors que...
Comment expliquer ça plus jeune. à part par la culture et par les... Jeune. Ouais, et de plus en plus jeunes. Le père, Et ils vont seuls à l'école aussi. du coup, est-ce qu'ils vont à l'école? Oui. Du coup, est-ce qu'ils vont à l'école? Pour certains, oui, ils vont à l'école. Mais bon, l'école, on sait ce qu'elle est devenue. Ils vont pointer, quoi, à l'école. Mon premier réglo, quand j'ai été maire en 2014, on est en réunion avec Gaudin, le maire de Marseille, quelques semaines après l'élection. Je reçois un message, je ne sais plus quel organe de presse, qui me dit Monsieur Ravier, il vient d'avoir un règlement de compte à la Cité de la Busserine, est-ce que vous allez venir? Cité de la Busserine, bouillant. Il manque de rien à la Busserine, hein. Mais de rien. De la crèche jusqu'à le théâtre national du Merlan, mais c'était à la Busserine, en passant par la piscine, le stade, l'école primaire, maternelle, le collège, il y a tout à la Busserine, sauf qu'il y a des cramés de chez cramés. C'est là où les trafiquants ont tiré sur la police il y a quelques mois. Tout ça pour dire quoi? Oui, donc la Busserine. Est-ce que vous venez? Ouais, je viens. Ouais. Bon, il y avait des flics de partout, ça venait de se passer en plein jour. Le mec il s'est fait fumer dans la bagnole. Et pour revenir un peu sur ce que je disais tout à l'heure, quoi, la déresponsabilisation, les mecs qui sont sous perfusion sociale, perfusion économique en permanence. Il y a un type qui m'aborde, vous êtes le nouveau maire? Ouais, le nouveau maire. Ouais, la Cité de la Busserine, il y a de l'amiante. Je dis, d'accord, l'amiante, monsieur, l'amiante. Mais à une époque, on pensait que ce matériau, c'était un matériau. Mais il n'y a pas qu'à la Busserine qu'il y a de l'amiante. Par contre, vous bénéficiez de la rénovation et de travaux pour vous lever l'amiante. Ouais, d'accord, ouais, mais bon, c'est dégueulasse, les poubelles. Je vois ça, d'accord. Ça, je vais faire en sorte que je vais. Je dis, mais monsieur, par contre, vos enfants qui sont dans le viseur des réseaux de stup, il faut qu'ils aillent à l'école du lundi au vendredi. Parce que le gamin qui s'était fait fumer, c'était pas un enfant, mais c'était un adolescent quasiment. Dis-moi, c'est pas mon boulot de surveiller vos enfants. Mon boulot, c'est de faire en sorte que ça soit propre, etc. Je me regarde interloqué. Je dis, parce que pendant qu'ils sont à l'école de 8h30 jusqu'à 17h, et à l'issue, les parents qui vont les chercher, parce que c'est comme ça que faisait ma mère, elle venait me chercher, on rentrait, je goûtais, et je ressortais 1 heure pour m'amuser avec mes copains, à me surveiller. Donc ça, là, cette surveillance, ça s'appelle l'éducation des parents, c'est à vous de l'assumer, c'est pas à moi, Oui, c'est pas à l'école, c'est plus à l'école, c'est pas à l'éducateur, c'est pas au flic, c'est pas... Il m'a regardé, j'étais un extraterrestre, je lui rappelais qu'il était père de famille, lui aussi. Et pourquoi je devrais m'occuper de mes enfants, quoi? Après tout, c'est la société qui doit s'en occuper. Parce qu'il y a de l'amiante. Et pas m'occuper de non, mais mes ils sont... je sais pas si c'est culturel, mais en tout oui, cas... c'est ce que je me demandais tout à l'heure. Mais en tout cas, c'est une réalité plus prégnante chez certains que chez certains autres. Donc ça erre, et maintenant qu'il y a ce trafic de stupes depuis une bonne quinzaine d'années, on voit qu'il y a des gamins de 10-12 ans qui font les choufs, c'est-à-dire les guetteurs. Ouais. Les guetteurs. Qui gagnent beaucoup plus que s'ils allaient travailler. Ben, c'est net d'impôts. Oui. C'est net d'impôts. Pour le guetteur, ça doit être 50 à 80 balles par jour. Pour le vendeur, ça doit être 150. Et puis on monte, plus on touche. Mais enfin, bon, plus on monte, plus on risque de se faire rafaler, quoi. C'est ça. Et encore, il y a des gamins, il y a des guetteurs qui se font rafaler aussi. Parce que c'est des sauvages, c'est des barbares, hein. Ils ont rien dans le cerveau, quoi. Enfin, ils ont rien sur la boîte crânienne. Et donc là, il y a toute cette jeunesse qui est coupée des réalités sociales, économiques, ce que vous voulez, à Marseille et dans d'autres villes. Donc oui, la Morelette, comme... c'est pas Montreuil où a grandi Eric, c'est une autre ville, j'ai oublié. Drancy. Drancy, ouais. Évidemment que le Drancy de son enfance et le Marseille de mon enfance, ça n'a plus rien à voir. Ouais. Et pourtant, le cadre d'aujourd'hui, c'est celui qu'on a connu, nous, c'est le même. Et il y a même plus d'argent et de subventions, on pourrait dire. Il y a plus de pognon, plus de moyens. Plus de social, de vacances offertes, de stages, de priorité à l'embauche. Dans les institutions locales. D'équipements sportifs. Ils sont toujours en train de pleurnicher. Ils ont été habitués à l'assistanat, je pense. Mais c'est jamais suffisant. Oui. Donc je terminais sur votre parcours personnel sur le foot. D'ailleurs, vous suivez encore le foot aujourd'hui? Moins.
Moins. Et vous avez... Moins. Bon, déjà, je suivais aussi le FC Barcelone parce que j'avais un faible pour Lionel Messi, mais il est passé au PSG. Donc, bon, alors, c'est la trahison absolue. Mais quoi. c'est là-dessus qu'on va... On avait des points communs tout à l'heure, mais c'est là-dessus qu'on va pas être copains. C'est que je suppose que vous êtes supporter de l'OM. Oui. Mais non, mais sincèrement, oui. Oui. En plus de la vieille école. Anti-PSG, primaire. Mais parfaitement. Mais j'ai hérité de ça des années Tapie, des années de l'OM de l'époque, même génial, avant Tapie. C'était génial. C'est complètement con, hein. C'est complètement idiot, mais c'est comme ça. Alors que la nouvelle génération, c'est beaucoup moins quand même. C'est moins. Oui, parce que... Ça reste, mais c'est moins fort. Paris a pris une autre dimension. Maintenant, les adversaires du PSG, ceux avec qui on se frite un peu, c'est par exemple le FC Barcelone, suite à la remontada, etc. Donc, je reconnais, il y a le PSG, et puis le reste du championnat. Voilà. Les autres, se battent pour finir deuxième, troisième, etc. On sait que le PSG va être champion avant que le championnat... Ah bah l'année dernière, c'était Lille. Hein. Oui, bon voilà, l'accident. Oui, l'accident. Mais pour vous dire, moi-même qui suis supporter parisien depuis petit, alors que je ne suis pas parisien, je viens de Moselle, je préférais cette époque cette époque de la rivalité PSG-OM, cette époque de Ronaldinho, cette époque de Luis Fernandez, où on se tapait dessus pour des places ridicules, et on jouait le maintien avec Paris. J'ai vécu cette époque où on a pleuré, on a souffert en jouant le maintien, et on n'attendait qu'une chose, c'est que quelqu'un vienne mettre de l'argent dans le club. Aujourd'hui, l'argent est là, mais c'est plus pareil, ça a perdu sa saveur. Mais c'est parce qu'il n'y a pas d'âme. Il n'y a pas d'âme, c'est ça. Et puis en plus, ils ont dissous les groupes de supporters, c'est les ultras. Ronaldinho, au stade Vélodrome. Il avait fait un triplé. Il nous avait humiliés. Ah oui. Humiliés. Il dribble, il arrive devant le gardien, mais c'est l'humiliation suprême, quoi. Il s'est joué de nous, c'est le cas de le dire. Ouais. Mais il y avait une rivalité, mais avec Tapie, l'OM surpassait quand même le reste du championnat, mais quand même, il y avait le niveau, on était plus fort, mais il n'y avait pas cet écart qu'il y a aujourd'hui entre le PSG et le reste, quoi. Il y avait un enjeu, malgré tout, qu'il n'y a plus aujourd'hui, quoi. Le PSG, il arrive avec ses pétroliers, là, il n'y a plus rien pour les autres. Et qu'il gagne ou qu'il perde, il n'y a plus de saveur, quoi. D'ailleurs, sachez... C'est ce qu'il y a encore un peu à Marseille. Il y a un peu une âme, grâce aux supporters, grâce à la ville, il y a quelque chose, c'est pas... Il y a une atmosphère à Marseille. Ça a commencé avec la dissolution. Vous êtes obligé d'adhérer au club, quoi. Vous êtes obligé d'adhérer à la ville, d'adhérer à cette chaleur. C'est charnel. C'est peut-être pas encore le cas. C'est même sûrement pas encore le cas à Paris, quoi. Ça l'a été un petit peu, mais maintenant que les ultras ont été dissous puis remontés grossièrement, c'est plus pareil, quoi. Enfin, voilà, on va en rester là pour le foot. À jamais les premiers et les seuls pour l'instant. Oui, bon, on va pas parler de l'étoile non plus. Allez, suivant. Il faut bien qu'on se raccroche à quelque chose, même si ça remonte à 93. Ça remonte quand même. Après avoir parlé de votre parcours, votre histoire de vie, votre installation à Marseille et votre enfance dans les quartiers nord, j'aimerais qu'on parle un peu de votre parcours militant. Alors, vous êtes engagé à 16 ans, il me semble, si je dis pas de bêtises. Je dirais en solo. Je fais mes petits tracts tout seul. En solo, oui, c'est ça. Il y a l'anecdote des tracts écrits à la main sur la Nouvelle-Calédonie que vous photocopiez. Sur la Nouvelle-Calédonie, oui. Ouais. Je fais les photocopies. Parce que je suis très timide à l'époque. Très timide dans les villes de ma mère. Ça s'est dissipé depuis. Je me suis soigné. Oui. Je me suis bien soigné. Mais c'est la politique qui m'a aidé. C'est la politique qui m'a aidé. Quand j'avais envie de militer, quand il faut militer, vous allez sur les marchés, les gens, il faut les regarder. Rien que ça, c'était une épreuve pour moi, de regarder les gens dans les yeux, pour leur parler, pour leur expliquer, pour essayer de les convaincre. Donc ça a été une thérapie pour moi, oui. Ouais, donc les premiers tracts comme ça, et puis je commandais les autocollants au siège national, Le Pen Vite, je me souviens, là, rouge sur fond bleu. Ça me dit quelque chose. Ouais, Le Pen Vite. Et voilà, c'est mes premières armes. Et en solo, quoi, il n'y avait pas d'encadrement Non, parce que je n'osais pas, j'étais timide, et la première démarche que je fais, je suis mineur, et je vais à la rue Frédéric-Chevillon à Marseille, il y avait une permanence. Ah, je l'avais cette anecdote. Je vais trop vite. Et je dis au type, je viens pour adhérer. Et il me regarde, il voit que j'ai une tête d'enfant, quoi. Il me dit, mais tes parents sont au courant? Et je dis non. Il me dit, bon, écoute, tu leur en parles et tu reviendras. Et oui, parce que j'ai mis quelques années à revenir. C'était pas n'importe quelle adhésion aussi. À l'époque, le Front National, c'était... Adhérer au Front National, c'était... Mais le type, il aurait pu me gratter... C'était s'engager pour l'Indochine, quoi. 50 balles, quoi. Ouais, mais il a pas tenu
pas tenu à faire du chiffre. Il voulait pas. Ouais, il a été J'ai des sympa. problèmes à la maison, quoi. Bon, bah là, du coup, c'était ma petite anecdote sur Désolé. Est-ce que vous avez d'autres petites anecdotes sur vos débuts en tant que... Parce que l'anecdote des photocopies et des tracts écrits à la main, elle est sympa quand même. Je crois que j'ai gardé l'original. Ah oui? J'ai gardé l'original, ouais. Faudrait l'encadrer. Ça va pas... On va pas le vendre aux enchères, mais ouais, j'ai gardé l'original. Et je vais adhérer en 91. Je me revois à la fédération, là, dirigée par Maurice Gros. Il y a une grande fédé, place Sadi Carnot, qui tombe sur la rue de la République, et la République tombe sur le Vieux-Port. Vraiment, il y avait des moyens à l'époque, là. Voilà, 91. Et puis curieux parce que j'adhère, et merci, au revoir, on me fait même pas savoir qu'il y a une structure jeune. Mais à cette époque, je travaille à Paris, parce que j'ai passé un concours à la Poste. Je suis facteur à Saint-Maur-des-Fossés. C'est là que je commence vous avez été facteur, d'accord. À Saint-Maur-des-Fossés. Je suis bien tombé, une ville sympa. Et je vais à la Varenne Saint-Hilaire, qui est juste à côté de Saint-Maur-des-Fossés. Il y avait une permanence avec le colonel Luciani, un héros de la résistance, en Corse, évidemment. C'est pas breton, Luciani. Et c'est là que je commence à distribuer des tracts dans un certain encadrement, quoi. Et en rentrant à Marseille, quand j'étais donc facteur à Paris, vous faites vos armes un peu comme les flics, quoi. Et je rentre à Marseille en 93, je suis marié, j'ai pas encore d'enfant, et je travaille en brigade, c'est-à-dire un coup le matin. Là, par contre, j'intègre France Télécom. Je travaille un coup le matin, un coup l'après-midi. Donc j'ai des demi-journées de libre. Je vais à la fédération, je vais faire savoir que j'ai du temps, et je rencontre le responsable du Front National de la Jeunesse de l'époque, qui me prend comme ça, là, qui me prend, il me dit, ici, toi. Parce que ces jeunes-là, je me souviens, peu avaient de voiture. Donc moi, je bossais, j'avais une voiture. C'était une denrée rare pour transporter les militants sur les lieux de tractage. Il manquait de jeunes aussi à l'époque, ou pas particulièrement? Il y en avait davantage. Oui. C'est pas difficile d'en avoir davantage qu'aujourd'hui, quoi. Mais il y avait un petit noyau de Marseillais, là. Et premier tractage, le lycée Les Remparts. Lycée Les Remparts, pas très loin de la Corniche, lycée Les Remparts. Et puis un lycée, puis je suis retourné tracter mon lycée, le lycée Victor Hugo à la gare Saint-Charles. En 88, il y a le meeting de Le Pen au stade Vélodrome. Le lendemain, on est 3 ou 4 dans le lycée à porter la cocarde Le Pen président, dans le lycée. Et moi, taillé dans du bois de cagette, quoi. Je suis là, je suis énorme à côté des... J'étais pas gros, quoi, pas de sport de combat, rien du tout. Donc on est quand même dans un lycée qui accueille pas mal d'enfants de jeunes de quartier nord. Mais il n'y a pas encore ce grand remplacement où il y en a, mais on t'emmerde pas, quoi. Il y a les militants communistes aussi. J'y retourne. Donc ça, c'est en 88. J'y retourne 5-6 ans après, avec les militants du FNJ, Front National de la Jeunesse, distribuer les tracts à l'entrée. Ça a failli tourner à l'émeute, quoi. Oui, en 5-6 ans, ça avait déjà basculé. Ans, oui. Ça avait déjà basculé. Alors, si tu vas aujourd'hui, c'est la composante européenne a quasiment totalement disparu. Il y a les profs. Oui, il y a les profs, qui maintenant font leurs armes eux aussi, pour le coup, comme les facteurs et comme les flics. Et vous avez été responsable départemental du FNJ dans les années 90. Et là, il me semblait avoir lu que vous tractiez dans les quartiers nord aussi. On collait, ou les collages aussi. On collait, on tractait. Et vous n'avez pas de souvenir de... Enfin, c'était pendant les années 90, là, vous me parlez de 88, puis 5-6 ans après. À partir de là, ça commence à devenir chaud, donc c'était pas... 88, c'est au lycée. Oui. Après, à 20 ans, je vais à Paris en 80... une année après, parce que je fais quelques mois à la fac, parce que je dis souvent que j'ai un bac plus 4. C'est bac plus 4 mois. Je me suis emmerdé à la fac d'économie. Tout ça, c'est grâce ou à cause de mon frère. Parce que si je ne m'étais pas emmerdé à la fac, j'aurais peut-être pas eu le temps je n'aurais pas passé ce concours qui ne m'aurait pas permis, j'aurais pas eu ce temps disponible en étant à la Poste, parce que je voulais aller en fac d'histoire, à la sortie, après la terminale, quoi. Et j'en parle à mon frère. Il me dit avec un certain mépris, mais qu'est-ce que tu veux faire, gardien de musée? Mais ça m'a marqué, je m'en souviens comme si c'était hier, quoi. Ça m'a marqué. Donc je suis allé en fac d'éco,
que j'avais fait un bac éco, mais je me suis emmerdé, quoi. C'est pas ce que je voulais faire. Et au lieu de refaire une année en fac d'histoire, je passe ce concours, le temps libre, le militantisme, etc., etc. Donc à quoi ça tient, hein? Si j'en parle pas, moi, peut-être que je m'inscris en fac d'histoire, ou ça m'aurait davantage plu. Peut-être que j'aurais pas eu le temps de militer, peut-être que j'aurais milité aussi, mais on ne saura jamais. Mais en tout cas, il y a des destins ou des aventures qui dépendent. D'ailleurs, vous avez raconté, lorsque vous arrivez au Sénat pour la première fois, vous regardez l'hémicycle et vous vous dites si mon père me voyait. C'est une phrase de Napoléon qui, pendant la préparation du sacre, en 1804, s'adresse, je crois, à son frère Joseph et lui dit si notre père nous voyait. Là encore, je ne savais pas que Napoléon avait, mais j'imagine que c'est. Il a tout dit, Napoléon. C'est un peu là, oui, il a tout dit. Que c'est la réflexion, que c'est ce qui vient à l'esprit, même si lui était issu d'une noblesse, c'était une petite noblesse. Oui, une petite, oui. Moi je suis fils d'ouvrier, fils de. Vous avez plus un parcours de maréchal, quoi. Un parcours à la Murat, à l'année. Non, pas né, mais. Je suis pas fils d'aubergiste, mais fils d'ouvrier. Après, je ne vais pas faire pleurer dans les chaumières. Non, bien sûr. J'ai jamais manqué de rien. On était dans une copro, on partait en vacances, on mangeait à notre faim, pas de problème. Hein. Mais c'était pas écrit, quoi. J'ai pas fait les grandes écoles. J'ai fait l'ENA, c'est-à-dire l'École nationale de l'affichage. C'est la seule grande école que j'ai pu faire, et c'est celle qui m'a permis de m'épanouir et de... Vous dites aux gens que vous avez un bac plus 4 et que vous avez fait l'ENA, du coup. C'est ça, j'ai un bac plus 4 mois et j'ai fait l'École nationale d'affichage. Mais à Marseille, moi, c'est ma force par rapport à mes adversaires, c'est que moi, j'en suis de Marseille. Et quand je parle des quartiers nord, je parle de ce que je connais. Ouais. Je ne parle pas à travers les rapports. Les gens le ressentent, ça. Et puis... Moi, je parle comme j'ai toujours parlé. Il me vient facilement quelques mots qu'on peut penser un peu grossiers. Ah, putain, merde, il m'emmerde, ça fait chier. Je ne veux pas m'auto-caricaturer, mais dans les quartiers, moi, je me déplace en scooter. Et quand j'étais maire, j'ai pas de garde du corps. Et j'ai jamais été emmerdé parce que, ayant grandi dans les quartiers nord, et j'avais un frère aîné qui est malheureusement décédé, qui lui était vraiment marseillais. L'OM, les boules, le Pastaga, les bistrots. Le nom de Ravier, il était connu dans tous les quartiers nord. Donc, soit on me connaît moi parce que j'y ai grandi, soit le nom de Ravier, on le connaissait par mon frère. Et donc, moi, dans les quartiers nord, je suis chez moi et les gens savent que je suis des quartiers nord, et y compris les tendus. Oui, y compris les tendus, ils se disent, mais lui, il est de chez nous, il est des quartiers. Même les racailles, pour employer un mot pour caricaturer, vous respectent parce qu'ils sentent ou savent que vous en êtes. Quoi. Et puis, je dirais presque physiquement. Moi, en étant maire, je me suis pas encravaté tous les jours. Je suis resté le Marseillais avec des responsabilités. J'ai pas coupé les ponts avec mes racines, avec mon identité de Marseillais des quartiers nord, même si pas être excessif dans l'identité, mais et je parle le même langage, j'ai la même façon de parler qu'eux. Je vais pas dire voilà, wesh. Oui, maintenant la façon de parler a changé. Mais je parle facilement, il y a pas de je mets pas une frontière. Et je me souviens de cette anecdote en 2014, au mois de décembre, donc j'ai été élu sénateur 3 mois avant. Il y a une opération caritative dans le grand centre commercial du 14e arrondissement. Il y a une galerie marchande. Ça existait avant que nous arrivions à la mairie. Évidemment, on la conserve, collecte de jouets pour les enfants. Bon, ça fait 2-3 heures que je suis là devant le stand. Ça commence à faire un peu long. J'entre dans le centre commercial et je tombe sur un vendeur qui me dit, d'origine africaine, qui me dit vous êtes le nouveau maire, vous êtes... Je dis, ouais, c'est bien moi. Il me dit, bon, on ne fait pas partie de la même famille politique. Moi, je me suis présenté. J'étais sur la liste de l'un de vos concurrents en 2014, au municipal. Il me dit, mais quand j'ai vu que vous avez été élu sénateur, je me suis dit, bon, on n'est pas d'accord. Il me dit, mais je me suis dit, lui, au moins, il est de chez nous. Oui. Lui, au moins, il est des quartiers. Il sait de quoi il parle. Alors, peut-être que les solutions que je propose... Les solutions ne sont pas les mêmes. Mais il sait que j'en suis. Il ne peut pas me raconter n'importe quoi. On parle le même langage, on parle du même territoire, c'est pas comme certains autres. Pas un parachuté. Bon, moi, j'ai jamais eu aucun problème. Ouais. Jamais eu aucun problème.
J'ai une autre anecdote, alors c'est 98-99, lors de la scission maigretiste au Front National. Alors vous êtes en famille, alors vous me dites si je me trompe, hein, vous êtes en famille, un repas de famille ou un barbecue, je ne sais pas exactement. Et là, on vous appelle et on vous dit que des affiches pour Maigret ont été collées sur le bord de l'autoroute. Et là, vous, ni une ni deux, vous êtes en tongs. En tongs et en maillot de bain. En tongs, maillot de bain, vous sautez dans votre voiture parce que dans votre voiture, vous avez des affiches et de la colle qui sont prêtes. Ouais. Et le balai. Et là, en tongs, hop, vous partez, vous quittez le repas de famille pour aller coller par-dessus les affiches au bord de l'autoroute. Et vous manquez de vous faire renverser aussi à ce moment-là. C'est pas la même. C'est pas le même moment. Mais c'est vrai que chez mon frère, dans les quartiers nord, le barbecue il y avait bien un barbecue. Claquette et maillot de bain, torse nu. Donc, bon, en plus, je lui ai dit taillé comme. c'est la honte, quoi. Et à aller recoller, quoi, le vrai taliban, quoi. Et une autre fois. Le vrai taliban. Une autre fois, autoroute, 13h30, sortie de Marseille, et entrée par conséquent. Donc, au milieu, parce que là. Pour la première anecdote, c'était sur le bas-côté. Donc la voiture, ça c'était l'autre fois. Et une autre, par contre, collage sur un poteau d'éclairage, là, au milieu de l'autoroute. Il y avait juste un bandeau Maigret, un bandeau. Il n'y avait pas non plus 13h30 en sortant du boulot, parce que j'avais travaillé le matin. Voiture sur la bande d'arrêt d'urgence, je traverse l'autoroute. Le problème, il arrive une bagnole, donc je saute sur le muret. Et j'ai failli basculer. Donc je me tiens au poteau. Seulement, j'ai mon balai dans la main droite, mais que je ne maîtrise plus. Mon bras, je ne le maîtrise plus. Donc, le balai, il est parallèle à la route. Arrive une voiture dans l'autre sens que je n'ai pas vu venir, quoi, qui klaxonne à mort parce que le type est en train de conduire, il voit un balai en train de dépasser. Donc, j'ai failli créer, j'allais dire, un accident grave, quoi. Je colle mon affiche, je reste un peu prostré pendant quelques secondes. Je me dis, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es vraiment taré. Tu as failli mourir et j'allais dire même pire, parce que si je meurs, tant pis pour moi, c'est moi qui... Personne ne m'a forcé à aller coller cette affiche. Et tu as failli créer un accident grave pour une affiche. Mais bon, j'ai quand même recommencé plus tard, quoi. C'est ce qu'on appelle du fanatisme. C'est complètement fanatique. Ouais. Tu allais toucher à mon Le Pen, ça... En tout cas, c'était un engagement militant sincère, on peut dire. Parce que oui, totalement. Oui. Abandonner un barbecue ou alors s'arrêter quand on rentre du travail et quand on en a marre, c'est... autre anecdote, en 2008, vous vous présentez comme candidat au municipal. Et là, Le Pen vous dit, si tu veux être candidat, ok, mais par contre, pour le fric, tu te démerdes. C'est ça. C'est vrai, ça? Oui. Et donc, vous le faites. On a bu la tasse au lendemain de la législative. On a 10 millions d'euros de dette, je crois. Et donc le parti paye. Les candidats n'ont pas de sous, n'ont pas d'argent, quoi. Ils ont emprunté. Enfin, donc Le Pen est obligé de vendre le paquebot, le siège, pour pouvoir honorer la dette. Et encore, il n'a pas encore vendu en 2008. Ils sont comme ça. Ils mettent du temps à le vendre. C'est ce qui a permis d'ailleurs aux acheteurs de l'acheter à moindre coût. Bref, en tout cas, en 2008, il n'y a plus de thunes. Sarko nous a rincé, quoi, il nous a essoré. Et moi, je demande à Le Pen sa permission de monter une liste à Marseille. Il faut 303 candidats, et il faut du fric quand même, il faut les affiches, le minimum, quoi. Ouais. Il me dit oui, pas de problème, mais tu te démerdes. On n'a plus un rond. Il me dit, je dis, c'est bon, on fera toujours 5%. Je n'imaginais pas qu'on puisse ne plus faire 5% à Marseille, quoi. Et être remboursé pour le coup, oui. Pardon ? Et être remboursé pour le coup, c'est ça ? Oui, pardon. Faire 5% pour être remboursé, bien sûr. Mais je suis totalement, moi et nos colistiers, on est totalement invisibles parce que c'est l'année du combat entre Gaudin et Guérini. Oui. Et moi, je suis complètement je suis écrasé, inexistant, invisible. D'autant que Gaudin finit par arracher la victoire. Le conseil municipal à Marseille, c'est 101 conseillers municipaux. Donc Gaudin a fini par en obtenir 51, Guérini 49 et nous 1. Oui. Et Gaudin a tenu sa majorité jusqu'au bout. Donc, le type, il faut les tenir les mecs quand même. Hein. Il faut être Gaudin. Parce qu'en face, Guérini, c'est un client, quoi. Oui. Donc totalement. Mais ça nous a permis d'envoyer le signal à nos électeurs que le Front National, malgré ses grandes difficultés, était encore là, qu'ils ne perdent pas cette
cette habitude de, Oui, de voir, voter, de trouver, là, oui. qui trouvent encore un bulletin de vote dans les bureaux de vote, même du FN, même si ils n'ont pas été nombreux à le saisir. Mais au moins, on était là, quoi. Une anecdote que j'aime beaucoup, en 2014, à la Chandeleur, il y a une tradition à Marseille, alors ça je l'ai appris, c'est la bénédiction des navettes. Ouais. Les navettes, pour ceux qui Ouais, l'ignorent comme moi, ce sont de petits biscuits à la fleur d'oranger. Et là, Il faut vous avoir de participez, bonnes dents, hein, parce que c'est très dur. Oui. Mais bon, c'est là une tradition. vous participez à cette bénédiction des navettes, et là, Jean-Claude Gaudin, maire de Marseille, casse une navette en deux, et il vous dépose les miettes dans la main. Ouais. Un geste qui est encore aujourd'hui inexpliqué. Comment est-ce que vous l'analysez symboliquement? Sur le moment, je comprends pas. Oui, On est donc c'est Ouais, au mois de génial. février, le 2 février. Ça commence par une procession. Il y a une messe à l'abbaye Saint-Victor. Et à l'issue de la messe, il y a cette boulangerie-pâtisserie qui s'appelle le Four des Navettes, qui date, c'est la plus vieille boulangerie de Marseille. Et donc ces navettes, la tradition, c'est qu'il y a l'évêque qui vient les bénir. Et il y a tout le gratin politique marseillais. Et donc on est 3-4 mois avant les municipales, et Gaudin, moi on me laisse pas trop passer, quoi. Je suis que le candidat. Et donc il ressort, il me tend la main, donc moi j'ouvre la mienne, et il y a des morceaux de navette, et il s'en va, quoi. Est-ce que ça voulait dire je vais te laisser que les miettes? je pense que c'est ça. Ouais. Écoute garçon, t'es bien gentil, mais voilà ce que t'auras. Toi, t'auras même pas assez pour faire une navette entière. Et c'est la question que c'est la remarque que je lui ai faite à l'occasion du dernier conseil municipal, son dernier conseil municipal en 2020, où j'ai un peu surpris, même beaucoup surpris, parce que j'ai pas été méchant envers Gaudin. On a tous fait une intervention sur Gaudin, et je lui ai rappelé cette anecdote, et je pense qu'il s'en souvenait. Et je lui ai posé la question, que vouliez-vous me dire à ce moment-là? Que vous me laisseriez que les miettes de l'élection qui allait suivre? Enfin, les miettes, ça a été la mairie des 13e et 14e arrondissements. C'est des grosses miettes. C'était des grosses miettes, oui. Il a répondu? Non. Non? Ah bon, Non, il laisse le mystère. Il n'a pas répondu. Est-ce que vous diriez que le milieu politique marseillais est plus rude, peut-être plus brutal, ou même un peu plus voyou, on pourrait dire, que le monde politique en général, ou que le monde politique parisien ou d'autres villes? Est-ce qu'il y a vraiment une spécificité à Marseille? Gaudin disait qu'au Sénat, qui est quand même le lieu feutré, calme, où règne une ambiance de travail, de respect. Au Sénat aussi, il y a des meurtres politiques, des assassinats politiques, mais ça se voit pas parce que ça se voit pas. Parce que la moquette est rouge, donc ça se voit pas. À Marseille, ça se fait de façon peut-être un peu plus expressive, un peu plus grande gueule, un peu plus méditerranéenne. Un peu plus à la marseillaise, à la méditerranéenne, parce que Gaudin, pour rester 25 ans maire de la ville, président de région, ministre, il a dû en flinguer pas mal quand même. Mais dans le silence. Après, il y a le verbe haut, quand vous avez des Gaudin, des Guérini, des Tapis à une époque, pas à Marseille, mais sur la région, il était député, il a été au conseil régional, c'est quand même... il y a un truc, quoi. C'est pas les enfants de cœur, quoi. Ouais. C'est pas les enfants de cœur. C'est plutôt les tontons flingueurs, là. C'est clair que là, c'est des clients, quoi. Il y a d'ailleurs une campagne qui a été virulente en 2020, mais avec la droite. Et m'a-t-on dit, la droite avait engagé des choufs, des minots pour faire le chouf d'affiches, pour le collage d'affiches. Ouais. C'est ce que vous aviez appelé, quand vous utilisez le terme chouf, c'est une assimilation à l'envers. Oui, là, on est encore plus dans l'assimilation, puisque c'est même plus les mots, c'est la pratique, là. On prend des choufs pour surveiller les collages d'affiches. Ouais, ils avaient peut-être des nourrices aussi qui gardaient les affiches. Peut-être, là, ils fournissent la colle, je sais pas, plutôt que de la coque, ils fournissent de la colle. Mais c'est vrai qu'ils étaient devant les points de collage, et tu colles ton affiche, le type coup de téléphone, et derrière, ton affiche, elle a tenu 3 minutes, quoi. Ouais. L'un alimente l'autre, c'est sûr que... Et vous... Je dis pas que les politiques sont de mèche avec les trafiquants, mais en tout cas, ils se servent des jeunes de ces cités, désormais, comme chouf, mais de l'affichage. Oui. Je suis pas sûr qu'ils payent aussi cher. Mais... C'est moins risqué. C'est moins risqué. Oui. Normalement, on se fait pas rafaler pour ça, quoi. On peut prendre un saut de colle sur la tête, mais pas plus. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que dans ce milieu marseillais, peut-être un peu plus rude, vous avez
plus que tirer votre épingle du jeu. D'ailleurs, il y a un article du Huffington Post qui m'a fait rire, une expression. Le Huffington Post vous qualifie, enfin nous dit que vous êtes aussi diplomate qu'une barre à mine. Je ne connais pas celui-là. Je vous l'enverrai. Ouais. Il date de 2014-2015, je crois, l'article. 2014, bah si, c'était à l'élection. Moi, je parle le langage de la réalité, quoi. J'ai pas envie et puis ça me saoule, et puis ça gonfle les gens. Moi, je dis ce que je vois, je dis ce que je pense. Ça plaît, tant mieux, ça plaît pas, tant pis, je m'en fous. Moi, je suis compris. Je suis compris par mes compatriotes marseillais. Alors, plus je m'éloigne de Marseille, plus on dit, celui-là, Lyon, il est raide. Mais à Marseille, je passe pas pour quelqu'un de... Oui, je suis plus raide que la moyenne, c'est sûr. Mais on me dit, mais au moins avec vous, monsieur Ravier, c'est clair, quoi. C'est clair, c'est net, on sait ce que vous pensez. Et puis ça colle à la réalité, mais c'est ce que je réponds aux journalistes qui me disent quand même, ou à d'autres, quand même, vous êtes dur, baramine. C'est pas moi qui suis dans l'exagération ou dans la violence des mots, c'est la situation. Qui l'exige. Oui. On n'est plus dans une situation d'immigration importante, on est dans une situation de remplacement. On n'est plus dans la violence d'un braquage. Maintenant, on vous défonce la gueule pour une chaîne en or. Il y a des merdes de 12 ans qui vont massacrer des personnes âgées pour leur voler 150 €. C'est des sauvages. Hein. Entre Nigérians, on se prend à coups de sabre, à coups de hache, à coups de machette dans la rue. Alors, quand vous dites ça en rapportant les faits, vous passez pour quelqu'un... C'est pas moi qui suis violent, c'est la réalité. Oui. C'est la réalité. Et l'islam, c'est plus l'islamisme, c'est l'islamisation. C'est du quotidien, c'est pas seulement les militants islamistes, c'est un islam qui devient de plus en plus conquérant au quotidien, dans les quartiers, dans nos modes de vie, etc. Moi, je peux pas m'empêcher de dire que 2 plus 2, ça fait 4. Pour moi, ça n'a jamais fait 5 ni 3. Quoi. 2 plus 2, ça fait 4. Au moins, il n'y a pas d'ambiguïté. Quoi. On sait à quoi s'en tenir. Alors pour terminer sur votre parcours, je rappelle que vous avez rejoint Reconquête, le parti d'Éric Zemmour, le 13 février dernier, après 31 ans passés au Front National puis Rassemblement National. Ma première question sera, qu'est-ce que ça évoque pour vous ce terme, là je parle du mot, qu'évoque pour vous ce terme de reconquête ? Tout est dit dans Reconquête. Oui, mais il faut repartir, il y a des territoires qui nous ont complètement échappé, des modes de vie qui nous ont été, j'allais dire, volés, remplacés. Notre quotidien, notre réalité de Français, nos coutumes, nos traditions, notre art de vivre, tout ça disparaît petit à petit et même de plus en plus vite. On pourrait il faut partir, c'est pas simplement des lois qui permettraient d'obtenir une relance économique, oui. De débloquer des situations. On est aujourd'hui dans une situation telle, en raison de la délirante politique d'immigration qui est le problème numéro 1 en France, c'est pas le seul, mais c'est le problème numéro 1, qu'il faut vraiment partir à la reconquête. On a perdu des territoires, on a perdu notre identité, on a perdu nos libertés individuelles, démocratiques, économiques. C'est vraiment un combat pour reconquérir ce qui nous a semblé peut-être à une époque comme quelque chose d'acquis, comme quoi rien n'est jamais définitivement acquis. On pourrait presque le dire à l'espagnol. Presque, oui, bien sûr. J'ai rappelé à mon meeting le lapsus à mon meeting. T'as entendu Incroyable. Ah, dis donc. Ça y est, le mégalo. Mais j'en garde un souvenir tellement fort, ce meeting de Toulon. Et je voulais dire mon intervention. J'ai rappelé que, ça j'aurais pas pu le dire quand j'étais au RN. On va en parler aussi. Que 16 siècles de chrétienté, c'est pas la même chose que 40 ans d'immigration. Oui. Et pourtant, 40 ans d'immigration, les résultats... les conséquences sont catastrophiques. Alors je vous laisse imaginer ce que ça va être seulement dans 10 ans, parce que ça va de plus en plus vite, c'est exponentiel. C'est ça qui est terrible, c'est reconquérir aussi notre identité. Moi je suis un homme politique laïque, mais pas amnésique, et je ne mets pas de côté ces 16 siècles de chrétienté, parce qu'il y a une loi sur la laïcité qui nous a été imposée il y a un siècle. J'allais dire, je m'y conforme, au risque de paraître contradictoire, mais je l'assume.
La religion chrétienne est chez elle dans ce pays et elle a façonné. Moi j'ai grandi dans le quartier de Saint-Joseph. Au bout de ma rue, il y a l'abbaye Saint-Victor. Il y a à Marseille, il y a Saint-Louis, il y a Saint-André, il y a des saints partout, quoi. Il y a la Bonne Mère. Tout est imprégné de cette culture, pas seulement à Marseille, hein, de ces racines chrétiennes. Nos prénoms, nos quartiers, et ça, c'est en train petit à petit de se déliter, d'être remplacé par une autre culture, un autre culte. Donc, il faut vraiment reconquérir. Et ce qui est terrible, c'est qu'il y a une autre culture qui est en train de la remplacer et que, d'un autre côté, vous avez la laïcité qui vient vous faire chier sur la crèche. Donc vous n'avez même pas les moyens de vous y opposer. C'est ça qui est le plus frustrant. J'ai été emmerdé à la mairie de secteur. Oui, pour la crèche. Oui, pour la crèche. On a été condamnés. C'est pour ça que l'année d'après, on a recommencé. On a fait encore. On a été condamnés parce qu'on l'avait fait bénir. Ah oui, par d'accord. un prêtre. On l'avait fait bénir. C'est ça qu'ils ont condamné. Ah, voilà. Et l'année d'après, on a fait pareil. On n'a pas réussi à trouver un prêtre volontaire. Le diocèse a... Et l'année d'après, on en a trouvé un autre quand même. On en a trouvé un autre. Ah, il fallait aller chercher chez les tradis, quoi. Mais presque, ouais. Mais le prêtre me disait, mais je comprends pas, je fais mon travail, je vais bénir, je comprends bénir une crèche. Le diocèse m'interdit ou me met la pression pour ne pas faire... Oui, parce qu'il y a ça aussi, oui. Il y a la laïcité, mais il y a l'église aussi. Oui, mais le poisson pourrit toujours par la tête, et pas seulement en politique. La réalité, c'est celle-là, c'est que la laïcité aujourd'hui, elle ne suffit plus, ou elle ne se donne pas les moyens, ou elle agit envers certains mais pas envers d'autres. Oui. Beaucoup de choses. Il faut sans doute rappeler aux Français qu'ils ont des racines, ils ne sont pas obligés d'aller à la messe tous les dimanches, ils ne sont pas obligés de faire des processions, c'est pas ce que je demande non plus tous les jours dans les rues de Marseille. Mais s'ils avaient conscience de cette racine qui est en eux, sans doute s'opposeraient-ils davantage à l'implantation d'une autre. Et c'est parce qu'on les a coupés de toutes ces racines. Leur histoire en général, leur histoire cultuelle en particulier, qu'on les a jetés depuis 30 ans dans l'autoflagellation, l'autodénigrement, la repentance, qu'ils finissent par dire ben, l'autre c'est mieux. Oui. Ou ne pas réagir face à l'autre. Oui, parce que cet autre... C'est pas qu'ils disent que les autres c'est mieux, ça c'est Libération, c'est Mediapart, mais nos compatriotes n'ayant plus aucun repère, n'ayant plus aucune racine à laquelle s'agripper, finalement laisse l'autre qui lui est militant, qui lui est motivé, qui lui est conscient de ses racines et qui est tout à fait disposé à les implanter chez nous, il ne se gêne pas pour le faire, d'autant qu'il a face à lui des pouvoirs publics qui sont dans la... Je ne sais pas si on peut employer le mot dans la collaboration, mais en tout cas dans une démarche de soutien, de promotion. Ou de, comme dit Houellebecq, de soumission. Ou de soumission, ben, Marseille, la droite Gaudin et Vassal, Gaudin maire de Marseille encore, et Vassal maire, présidente du département et de la métropole, se sont rendus à l'inauguration d'une mosquée dans le 13e arrondissement et ont remis la médaille respectivement la médaille de la ville et la médaille du département au recteur de la mosquée, dont on sait qu'il est un peu tendu quand même dans ses... Si ça, c'est pas de la soumission, pourquoi? Parce que la mosquée rayonne sur des milliers d'électeurs. C'est ça. Ils vendent leur pays pour un poste de conseiller municipal, de député ou de maire. Ils vendent le pays. Là, vous avez parlé de la laïcité, c'était l'une de mes questions, parce que je voulais vous demander, depuis que vous avez rejoint Reconquête et Éric Zemmour, moi, c'est le sentiment que j'ai, et vous allez me le confirmer ou non, je vous sens plus à l'aise. Je suis en roue libre. Je suis libéré. Vous pouvez enfin être en roue libre, que ce soit sur ces questions de laïcité, de racines chrétiennes de la France, c'était l'un de mes points, mais par exemple sur le plan économique aussi, avec le Front National, avec Marine Le Pen, le Rassemblement National, pardon, on sentait quand même qu'il fallait faire attention avec ces questions. Alors les questions des racines chrétiennes, on les a abordées. La question économique, pas trop. Quand même les petits patrons, oui, mais un petit peu, pas trop. Pardonnez-moi, je termine sur l'aspect cultuel, parce que l'anecdote est récente. Oui. La statue de Saint-Michel au Sable d'Olonne. Oui, et puis maintenant il y a la statue de la Vierge à l'île de Ré. Qui voulait déboulonner. Oui. Il a été proposé à Marine Le Pen de s'y rendre au Sable d'Olonne. Ah non, la religion, attention, il faut faire attention.
Faire attention. Ouais. Putain, c'est pas croyable, quoi. Ouais. C'est le Saint-Michel, quoi. Eric, il y est allé. Et avant son meeting à Toulon, et il est allé à une chapelle Falcon, ça s'appelle un truc comme ça, une chapelle qui a été restaurée par les Pieds Noirs quand ils sont, j'allais dire, rentrés, ils ont été, on leur a laissé le choix entre la valise et le cercueil en 62, rentrés d'Algérie, et ils ont restauré cette petite chapelle, ils ont mis une statue de la Vierge qui est tournée vers Oran. Eh bien, Eric est allé déposer un bouquet de fleurs. Oui. Mais jamais de la vie vous verrez Marine faire ça. La laïcité, merde la laïcité. D'accord, mais tu vas pas nous en faire bouffer matin, midi et soir toute l'année, quoi. À un moment donné, on a des racines. Elle a rien à perdre. Ailleurs, tout le monde revendique et dans le cœur, dans les tripes, ses racines culturelles, quelles qu'elles soient. Il y a qu'elle, elle est devenue laïcarde, quoi. C'est ça, laïcarde. Laïcarde, et d'autres reniements, insupportable. Donc aujourd'hui, vous vous sentez plus aligné pour défendre ces racines chrétiennes et parler de cette laïcité, mais aussi, comme je le disais, sur le plan économique, vous défendez, vous avez à cœur de défendre l'entrepreneuriat, les petits patrons, choses qui n'étaient pas forcément admises ouvertement. Oui. Parce que moi, je suis fils d'ouvrier. Oui. Donc, c'est pour ça que je dis, il y a un petit côté poujade, un petit côté. Ouais, mais mon père, il me disait, il travaillait 12 heures par jour, donc lui, le travail, c'était une valeur. L'émancipation, il disait, il n'y a pas de feignant chez les raviers, il faut bosser, il faut avoir du respect pour son patron, parce que s'il n'y avait pas de patron, il n'y aurait pas d'ouvrier. Oui. Mais il me disait, mais s'il n'y a pas d'ouvrier, il n'y a pas de patron non plus. Hein. Donc il faut qu'il y ait un échange entre les deux. Il faut que s'il n'y a pas de patron, parce que un entrepreneur, il a quelque chose en plus, quoi. Il a une idée, il a un courage, il s'implique, il compte pas ses heures, et puis il permet ensuite, quand il développe son affaire, de faire vivre des familles entières, quoi. Mais il faut qu'il les fasse vivre dignement. Il faut que les salaires soient dignes. Eric l'a rappelé à l'occasion de son meeting à Toulon. Il faut que les salaires soient les salaires qui correspondent à la vie d'aujourd'hui, quoi. Donc moi, j'ai pas de problème avec les patrons. Alors, je parle pas des racinés du CAC 40. Oui, bien sûr. Je parle pas du type qui fait du fric avec du fric. Oui. Mais l'entrepreneur qui entreprend, qui met son pognon, qui prend des risques, qui fait des crédits, qui prend des risques et qui crée de l'emploi et qui crée des richesses, lui, je dis bravo. Je dis qu'il faut l'aider et qu'il faut faire en sorte comme disait Reagan, que l'État se descende de son dos et qu'il sorte ses mains de ses poches. Parce que ils sont hyper fiscalisés, c'est du racket permanent, et qu'on le veuille ou pas, c'est l'entrepreneur qui crée les richesses, qui crée l'emploi. Donc il faut l'aider. Bon ben, c'est pas tout le temps bien vu que de dire du bien des patrons, mais quand j'ai du bien des patrons, c'est dans l'intérêt de tous. Oui. C'est dans l'intérêt de tous. Et moi, ça me choque pas qu'un patron gagne bien sa vie. Parce qu'encore une fois, il a pris des risques, il a eu une idée, il s'est lancé. Il a peut-être mis sa jeunesse de côté pour... Il a pas fait 35 heures par semaine. J'ai rien contre ceux qui font 35 heures. Mais pour ceux qui veulent faire 39, ils devraient pouvoir faire 39. Pour ceux qui voudraient faire plus d'heures, payer plus, travailler plus pour gagner plus, ils doivent gagner plus. Alors que ce pays cumule... Macron dit qu'il a réuni le meilleur de la droite et le meilleur de la gauche. En réalité, il a réuni le pire des deux. Oui. Il y a l'ultralibéralisme de la droite qui nous met en concurrence avec des gens qui ne respectent aucune règle. Et il a le pire de la gauche avec une fiscalité confiscatoire. Enfin, un travail de janvier à juillet dans ce pays pour l'État. C'est la dernière république soviétique d'Europe, la France. C'est pour ça que les jeunes qui ont une idée, qui veulent entreprendre, ils se barrent, quoi. Parce qu'en plus, si vous réussissez dans ce pays, vous êtes un salaud de patron, un exploiteur, on vous taxe, on vous raquette. Moi, je suis pas un théoricien, mais j'estime qu'on doit réconcilier les patrons, pour faire simple, avec leurs employés, qu'on doit réconcilier le monde du travail. Voilà. On doit réconcilier le monde du travail. J'ai rien contre un patron qui gagne sa vie, bien sa vie, à condition qu'il permette à ceux qui bossent pour lui, pour l'entreprise, de gagner leur vie dignement aussi, quoi. Voilà. C'est le contrat, qui doit être fait désormais. Et je pense que c'est ce que souhaite Eric. Oui, alors que Marine Le Pen, elle est dans l'assistanat, quoi. Elle est dans la subvention, dans l'aide, dans l'allocation. Et c'est là qu'on voit qu'il y a une dérive à gauche
Oui. qui est assez difficile à admettre. En 2016, elle vous avait fait retirer des amendements sur Ouais. une question de ce type. Genre, je sais plus Je sais exactement plus, lesquels. c'était sur la SNCF, je crois, ou c'était les retraites, je sais plus. Voilà, c'est tombé de Nanterre, c'est tombé... Donc là aussi, il n'y a pas eu moyen d'en discuter, quoi. oui. Là aussi, vous êtes plus à l'aise pour en parler, plus aligné avec vos convictions, comme sur le thème de la laïcité, et sur le thème aussi du grand remplacement, qui est devenu un tabou au Rassemblement national, alors que Éric Zemmour et Reconquête assument ce terme et ce constat. Mais parce qu'ils sont dans la réalité. C'est parce qu'ils ils ouvrent les yeux. Moi, on me demande toujours, mais comment vous faites pour dire que il y a plus d'immigrés qu'avant, d'étrangers qu'avant, d'islamisation qu'en remplacement? Je dis, mais moi, j'ai un instrument de mesure qui ne ment jamais, qui n'est jamais défaillant. C'est le nerf optique. Eh ben, allez, finalement, et puis quelquefois Louis aussi. Hein. Oui. C'est Franz-Olivier Gisbert, quand même, un cosmopolite parmi les cosmopolites, revendiqué, qui habite Marseille et qui va à la gare Saint-Charles. Et pour aller à la gare Saint-Charles, il racontait que devant le procureur Laure Adler, quand on monte à la Canebière, il n'entendait plus parler français. Oui. Ça aussi, c'est un signal quand même qu'il y a un grand remplacement. Sur la Canebière. Il y a un Donc terme. moi, j'appelle un chat, quoi. Il y a une punchline que vous aviez sortie, que j'avais adorée, c'est sur le vieux port, il y a plus de voiles sur le quai que sur l'eau. Oui, mais c'est la vérité. C'est pas mal, ouais. Mais c'est la vérité. Et au lieu de répartir, il faut repartir aussi. C'était pas mal, celle-là. Bon. Je suis pas dans au risque de décevoir. Moi, je lis des bouquins, mais ma formation politique, elle n'est pas sortie des bouquins, quoi. Elle n'est pas sortie des livres. Tant mieux qu'il y en ait qui en écrivent et qui les lisent. J'en lis aussi. J'ai pas surtout avec Zemmour, la capacité d'écrire, surtout avec Zemmour. Il faut de la matière intellectuelle pour nourrir notre jeunesse, et pas seulement notre jeunesse, pour la former. Mais la formation dans la réalité, dans le livre qu'est Marseille, le livre à ciel ouvert, ça c'est très formateur. Et moi, encore une fois, on ne me fera pas avaler qu'il n'y a pas que le grand remplacement, c'est une vue de l'esprit, c'est une réalité. Il suffit d'ouvrir les yeux. Et pas seulement dans les quartiers nord, pas seulement à Marseille, dans les villes autour de Marseille, puis dans la région lyonnaise, et puis en Alsace, et puis autour de la ville en Seine-Saint-Denis, et pas qu'en Seine-Saint-Denis, dans le Val-de-Marne, enfin, dans toutes les grandes villes. Il faut être de mauvaise foi ou ne plus avoir de courage. Ne plus avoir de courage, être dans la dédiabolisation à outrance pour ne pas avoir cette réalité et ne pas la dénoncer. J'aurais une dernière question, et ce sera notre question en exclusivité pour Getter, à retrouver dès maintenant. Le lien est dans la description. Pour la réponse de Stéphane Ravier, on va parler d'un message d'espoir. Parce que je vous ai entendu dire, parmi toutes les choses que vous avez dites, et c'était pas à votre meeting de Toulon. Le meeting d'Éric de Toulon. Vous avez dit la France a encore les moyens de briller, et j'aimerais qu'on revienne là-dessus. On se retrouve tout de suite sur Getter. Pour terminer, Monsieur Ravier, je vous propose ce petit questionnaire de Proust que je pose aux invités. Alors d'habitude, il y a un portrait chinois aussi, mais bon là, j'ai préféré condenser et en rester au questionnaire de Proust. Alors des petites questions rapides qui demandent des réponses rapides sur vous. Et courtes. Et courtes, oui, même si on a du mal régulièrement à faire court. La première étant, quelle est votre vertu préférée? Ma vertu préférée, la loyauté. La loyauté. Je suis loyal et fidèle à mes idées. Alors c'est un questionnaire de Proust un peu remodelé, hein, je le précise. Ouais. Quel est votre principal trait de caractère? Je sais pas, il faut répondre rapidement en plus. Non, après, bon. Mon principal trait de caractère. En général... Un trait de caractère, je vais y aller direct. Direct? C'est un trait de caractère, ça. Oui, c'est vrai. Direct. Et votre réponse, c'était direct aussi, donc on est dans le ton. Ouais. Votre principale qualité et votre principal défaut? Ma principale qualité et mon principal défaut, je dis ce que je pense. C'est qui est une qualité et qui est un défaut. Ça dépend à qui on s'adresse. Quelle est votre occupation favorite? Mon occupation favorite. Ça, c'est une question originale du questionnaire de Proust. Alors. Mon occupation favorite. Qu'est-ce que ça pourrait être, mon occupation? J'ai la tête dans le guidon, la politique. En ce moment, mon occupation favorite, c'est de m'occuper de ma petite fille qui a 1 mois. Oui, d'ailleurs, félicitations pour ce... Merci. Ouais. Bon, je préfère m'en occuper le jour que la nuit, mais c'est... Oui, c'est toujours plus facile.
Alors attention, question bien réfléchie. Quelle est votre définition du bonheur? Si vous réfléchissez... Non, ma définition du bonheur, c'est à 52 ans, accueillir la vie. C'est ce qui vous arrive aujourd'hui. C'est ce qui m'arrive aujourd'hui. Et vous en êtes très heureux. Si on se sent encore assez en forme pour accueillir la vie à cet âge-là, c'est que, ma foi, le bonheur est là, quoi. Le bonheur est là. Il est d'autant plus là avec cette petite fille, avec cette petite Jeanne. Jeanne? Et avec un H. Hein. Avec un H? Avec un H. Très, très joli. Comment aimeriez... Alors là, on est plus sur quelque chose de réjouissant. Comment aimeriez-vous mourir? Comment aimerais-je mourir? Pas tout de suite, déjà. Oui. J'allais dire dignement. Ne pas subir la maladie pendant des mois. Voilà, sinon, les armes à la main. Les armes à la main? Les armes à la main. Très bonne réponse. Votre état d'esprit actuel? Optimiste. Toujours optimiste. Optimiste et en reconquête. Optimiste, d'autant plus optimiste qu'à Reconquête, il y a un réel optimisme, une détermination, une chaleur, une volonté. Il y a un élan incroyable aussi. Oui. Que je ne trouvais plus depuis longtemps dans mon ancienne famille politique. Ouais, vraiment. Dernière question, votre citation favorite? C'est dans la trilogie de Marcel Pagnol. J'en donne un peu l'explication avant. Alors que M. Brun, le Lyonnais, veut acheter un bateau à Maître Panis, maître voilier sur le port de Marseille, il va lui acheter le Pitalug. Et le Pitalug, il est connu dans tout Marseille. Il est même surnommé le sous-marin, parce qu'il chavire facilement. Mais M. Brun, il ne le sait pas. Et Panis est en train de l'enfler, quoi. Il est en train de le rouler dans la farine. Et il y a César qui arrive, Rému, qui le prévient, attention, le Pitalug, il va chavirer, quoi. Et M. Brun finit par poser la question à Maître Panis, mais Panis, est-ce que ce bateau chavire? Et Panis de répondre, mais tout chavire dans la vie, et sur tous les bateaux. Et César de dire, et surtout celui-là. Là, la citation, qui est un mode de vie, quoi, c'est un message que je lance à la jeunesse en particulier. Si vous voulez aller sur la mer, en étant certain de ne pas chavirer, n'achetez pas un bateau, achetez une île. Donc tout dans la vie peut vous conduire à chavirer, il y a des dangers, il y a des risques, mais si vous ne voulez pas prendre de risques, vous restez sur le quai, vous laissez passer les bateaux, vous les laissez partir, mais bon, la vie sera bien triste assis à attendre que la vie passe. Par contre, si vous prenez des risques, on peut chavirer, mais on peut aussi faire de belles traversées. On peut aussi avancer, oui. Et faire en sorte que la reconquête que nous appelons tous de nos voeux finisse par aboutir. Une très belle histoire et une très belle citation pour terminer. Merci Stéphane Ravier. Merci beaucoup pour votre présence dans cette émission. Merci à vous pour votre attention et puis j'attends vos commentaires et on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de Prohibé. Merci.